tu te fais pas l'affront de te demander si c'était de la merde, Cédric. Oh bah c'est un petit court-métrage très sympathique, moi j'ai trouvé. Court-métrage Ouais, il manquait 1 ou 2 heures pour que ça soit un peu plein, mais bon, non. Ah bon, de quoi ça parle? Vas-y. De quoi ça parle, The Irishman? On est dans une maison de retraite, on suit un vieux monsieur qui commence à nous raconter la vie qu'il a menée. Ce vieux monsieur, c'est Frank Sheeran, et il a été un membre des Teamsters, un très 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 puissant syndicat américain de camionneurs qui a été... qui est un syndicat de gangsters globalement, et surtout il a été un tueur à gages pour la mafia, de son arrivée dans le crime organisé grâce à Russell Bufalino, à sa chute dans les années 80 en passant par les années de garde du corps et d'ami intime de Jimmy Hoffa, qui était le président des Teamsters dans les années 60. C'est pas moins de 50 ans de l'histoire américaine que Sheeran, aka l'Irlandais, va nous conter. C'est basé sur le livre I Heard You Penthouse de Charles Brunt, et c'est le 25e film de fiction, je précise, de Martin Scorsese. J'étais sûr que c'était Jameson, l'Irlandais, moi. Mais bon, passons. Blague de whisky, tout ça. Le film fait partie de ces projets très attendus des cinéphiles, que ce soit pour le retour de Scorsese au film de gangster, la réunion avec Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino aussi, tout simplement, sa première collaboration avec Scorsese, la production avec Netflix, bref, il y a pas mal d'éléments. Voilà. Que penser, finalement, de tous ces éléments mis ensemble? Que penser de cette fresque de 3 heures? 3 heures quand même. Pour moi, c'est vraiment une excellente surprise. 3h30. C'est vraiment une excellente surprise. Je savais pas trop sur quoi on allait. Je préférais moins en voir pour être sûr. Bon, déjà, c'est une grande saga de 3h30, hein, comme je l'ai dit, un peu à la manière des Affranchis. Ça propose un tableau sur l'histoire du banditisme à plusieurs périodes et surtout sur l'histoire de l'Amérique en général. Il y a surtout aussi, comme tu l'as dit, le retour de De Niro et Joe Pesci, qui sont impériaux tous les deux. Impériaux. Mais Pesci pour moi, les deux sont d'une folie d'acting assez folle. Il y a un acting très sobre qui est vraiment un contre-jour des habitudes de ces deux acteurs, surtout chez Scorsese, on les a vus plus énergiques. L'âge peut-être joue avec cela, mais dans tous les cas, les personnages tels qu'ils sont écrits ne sont pas nerveux, ne sont pas forcément survitaminés comme il a l'habitude de le montrer avec ces deux acteurs. Du coup, on parle de rythme. Le rythme est aussi plus lent. Il se rapproche de Silence plus que du Loup de Wall Street dans les dernières œuvres en date du réalisateur. Et ça confère au métrage une espèce de petite mélodie qu'on pourrait rapprocher de l'oraison funèbre plutôt que d'une grande célébration telle que pouvait l'être Casino ou Les Affranchis. Il y a un truc que moi j'ai toujours aimé chez Scorsese, on l'a pas encore dit, mais c'est pas très important en soi, mais c'est la galerie de personnages secondaires et d'acteurs qu'on voit en arrière-plan, qui sont tous excellents et qui confèrent encore une fois un caractère très vivant au film. Je trouve que dans le cinéma de Scorsese, tous ces petits personnages, tous ces petits gars en arrière-plan, la multiplicité en fait naît une certaine vérité, en fait une certaine vue du cinéma, et je trouve que c'est un tic que Scorsese a souvent mis en avant. Et je reviens sur De Niro, qui livre là une des plus belles performances de sa dernière partie de carrière, où il joue un personnage très peu expressif, qui parle pas énormément pendant tout le film. On sait jamais vraiment trop quoi penser de ce dernier. Est-ce qu'il est un peu sociopathe? Est-ce que c'est plus... il est amorphe en général? Est-ce que c'est une espèce de fatalisme face à ce qu'il est en train de vivre? On sait pas, mais ça pose encore une fois la question de la morale et du regard que portait dans l'œuvre de Scorsese. Doit-on avoir de l'empathie pour ce méchant, tout simplement, en fait, pour ce bad guy? Mais tu parles de morale, effectivement, c'est l'un des sujets sur lequel le film est attaqué, comme souvent chez Scorsese, entre autres la dernière tentation du Christ, par exemple, pour reprendre l'exemple le plus criant. Entre autres, cette fois-ci, un enjeu technique, à savoir le rajeunissement numérique, la lenteur du film, souvent critiquée par les personnes adeptes du mode de consommation à la Netflix, la retrouver entre vieux copains, et pas mal de remarques. D'après, je n'ai pas forcément ça dans mon entourage, mais les gens qui disent que le film ne raconterait rien. Alors ouais, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, et comme souvent, je pense que le public il aime bien sauter sur les conclusions qui l'arrangent, c'est-à-dire qu'on met surtout après les événements récents de Scorsese versus Marvel, il était un peu attendu au tournant en mode tu parles papy, qu'est-ce que t'as à montrer? Et pour beaucoup, ça vaut pas Avengers Endgame, chacun voit ce qu'il veut, moi j'ai aucun souci avec ça. Pour ce qui est du rajeunissement numérique en tout cas, c'est vrai que c'est un brin raté. On n'est pas vraiment dans ce qu'on pouvait espérer de voir. Les acteurs font toujours un peu trop vieux par rapport à leur âge supposé, que ce soit dans la gestuelle ou même dans certains visages. Mais la méthode change déjà d'habitude, parce que comme on l'avait dit un peu en off, il n'y a pas de points qui ont été mis sur les acteurs spécialement. Il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, il y a eu un travail de post-production qui devait le moins impacter possible les acteurs en fait sur le tournage. Donc ça a demandé toute une nouvelle façon de procéder. Et on en reparlera sûrement un petit peu après. Je trouve que ça amène un truc intéressant qui est que le de-aging, donc la méthode de rajeunissement, souvent ça essaye de jouer sur l'accointance du public qui connaît les acteurs plus jeunes. Or là,
est-ce que c'est raté ou pas ? Moi, je pense que c'est quand même voulu. Les personnages ne ressemblent pas à ce qu'ils étaient plus jeunes. Ils ressemblent à une version rajeunie de la tronche qu'ils ont maintenant. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mine de rien, qui nous déstabilise forcément parce qu'on a connu De Niro jeune et que c'est pas exactement le De Niro jeune qu'on connaît. Mais ça donne quelque chose d'assez intéressant et qui marche avec le personnage qu'ils incarnent, je trouve aussi. Ensuite, pour la morale, ça a été souvent reproché pour sa filmo, comme tu as dit, mais je pense que le film, encore une fois, ne donne pas à encenser les personnages. Chaque perso, par exemple, qui apparaît très positivement, tous les gangsters apparaissent positivement à l'écran, ils sont souvent accompagnés d'un petit mot avec la fiche nécrologique qui disent que 3 ans plus tard, ils ont beau être très gentils, ils sont morts. On en prend les conclusions qu'on a envie. De l'aveu de Scorsese lui-même, en plus, le film est très lent parce qu'il reflète l'âge qu'il a maintenant. Il se veut plus intime, mais bien que ce soit une fresque sur l'histoire des États-Unis, c'est aussi un film un peu plus mature qui pose la réflexion de nos actes face à l'inéluctable, donc la mort qui nous attend tous à un moment ou à un autre. Et de ça, justement, il y a les personnages féminins. Et souvent, comme c'est souvent Scorsese, les femmes n'ont pas forcément le premier rôle, elles sont reléguées à un rôle d'apparence, mais cette fois, plus que dans d'autres films, les personnages féminins, surtout le personnage de Peggy, l'une des filles du personnage de De Niro, vient apporter une vision extérieure à cette histoire et ça provoque un effet coup de poing qui résonne dans notre conscience tout le long du film. Par exemple, sans rentrer trop dans les détails, sans trop spoiler, elle rejette la figure de De Niro et de Joe Pesci parce qu'ils sont des gangsters et qu'elle peut pas supporter ça, mais elle accepte complètement la figure de Jimmy Hoffa qui est une figure politique et donc bienveillante à ses yeux et qui est aussi pourrie que les deux autres en fait. Seulement, comme on l'a déjà dit, on aime bien mettre en avant plutôt les gangsters comme des méchants et on oublie souvent que les méchants peuvent être multiples. Donc il y a un jugement de valeur aux yeux des gens extérieurs face à ce monde-là. Et surtout, le film, je pense, parle avant tout, comme le disait David dans ses vidéos, de l'aliénation comme un moyen de survie en fait dans des milieux qui nous sont très hostiles. C'est une chose récurrente chez Scorsese. Et on a ici une forme de conclusion, je trouve, à cette problématique dans la dernière heure du film, qui peut pas nous laisser de marbre en tant qu'humain en fait. Donc en conclusion, The Irishman, c'est à l'image de la filmographie de Scorsese. Il fascine tout autant qu'il pourrait révulser. Loin d'être une simple caprice d'un vieil homme blanc aigri par le cinéma contemporain, le film, je pense, est une réflexion lourde et lancinante sur la foi et nos croyances personnelles comme un moyen de survie dans un monde que l'on pense de plus en plus hostile. De Niro incarne ce qu'il peut y avoir en chacun de nous, le pire mais aussi le meilleur, et à l'image d'une vie, le film commence lentement, prenant son temps, prenant son rythme, pensant qu'il aura le temps de tout raconter, et s'accélère vers la fin en voyant que on arrive vers la fin d'une vie et que beaucoup d'éléments vont devoir sauter, et on n'a plus le temps de travailler, de faire tout ce qu'on avait envie de faire. La fin du film d'ailleurs apporte une nouvelle vision sur le métrage mais aussi sur les personnages de Scorsese en général, et face à ce triste constat on peut se demander ce qui restera exactement. Mais je recommande quand même The Irishman avec toute la ferveur que je peux vous donner, mais je vous préviens qu'à la manière du film Ad Astra que j'avais chroniqué il y a quelques mois, le film n'est pas forcément facile à capter. Il se veut, je pense, la vision et la réflexion d'un monde qui nous est étranger, et il n'est pas aussi condescendant qu'un divertissement plus classique de Netflix, on va dire. À la manière de Silence, le film peut se révéler que si le spectateur fait encore plus que d'habitude le silence, justement, dans son esprit, le temps d'écouter un peu ce que l'œuvre de Scorsese a à nous dire, la laisser parler, la laisser vivre. Merci pour cette critique, Cédric. Autour du plateau, pas mal de réactions, j'imagine, à donner autour de The Irishman. Zoltan, moi j'ai pris le film avec un plaisir incommensurable. Je trouve qu'il y a, en effet, c'est pas le même rythme qu'un Casino, c'est beaucoup moins, ou qu'un Affranchi, mais j'y ai pris le même plaisir. En tout cas, le temps est passé aussi vite. C'est ça. Juste avant, je m'étais justement fait Strictly Criminal qui dure 1h30 de moins et il m'a paru 2 fois plus long. De Scott Cooper d'ailleurs. Voilà, Scott Cooper, exactement. Donc 2 fois plus long. Là, le film de 3h30 est vraiment passé. J'avais pas envie que ça se termine. Donc c'est quand même quand t'es face à un conteur d'histoire et à quelqu'un qui arrive à te capter des performances de comédiens et à t'embarquer dans des parcours de personnages comme Scorsese, il maîtrise très très bien son sujet. Il y a rien à dire. C'est du petit lait. Mais en tout cas, j'ai moins vu le portrait de l'Amérique que plus vraiment un portrait intime d'un homme et surtout d'une amitié qui finalement va se faire, va se faire détruire par des forces qui sont pas forcément perceptibles en fait. Et ça qui m'a intéressé dans le film, c'est de me rendre compte que derrière des apparences plutôt inoffensives, certes, se cachent les personnes les plus influentes et les plus puissantes, et c'est pas ceux qui font le plus de bruit qui justement commettent les plus grands crimes et ainsi de suite. Et c'est quelque chose que je trouve qui se déroule tout au long du film, où on part avec une idée préconçue de certains personnages qui peuvent paraître sympathiques au départ, inoffensifs, et en fait tous s'inversent mais d'une manière très très lente, et on se retrouve un peu à la fin déstabilisé parce qu'on a vu un parcours inverse
de ce qui nous était quasiment annoncé. Et je trouve que c'était vraiment... moi, j'ai adoré ce film et je risque de le revoir dans l'année qui vient. Parce qu'il est toujours disponible. Puisqu'il est disponible. Tout l'intérêt de caster des rôles à contre-emploi, hein, en l'occurrence, pour soutenir cette proposition. David, toi, ton avis? Emballé? Ah ouais, super emballé. Il y a, pour moi, le seul point noir du film, c'est la vraiment technique. les effets spéciaux, le rajeunissement numérique qui ne marche pas très bien, je trouve, sur Robert De Niro, mais uniquement sur lui. Autant sur Al Pacino et Joe Pesci, j'ai pas été dérangé, franchement. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est peut-être d'avoir mis des yeux bleus à Robert De Niro pour lui donner peut-être un côté plus irlandais. C'était peut-être ça l'idée. Mais non, mais c'est bête parce que c'est vraiment le truc le plus difficile à faire dans les effets spéciaux, c'est surtout le regard, c'est les yeux, ce qu'avait parfaitement réussi à faire James Cameron sur Avatar avec les navis par exemple. Il avait vraiment réussi à leur donner une âme, alors que ça aurait pu vite être des personnages avec le regard vide, quoi, hein, et ne pas du tout véhiculer d'émotion. Et là, je trouve que des fois Robert De Niro, il a un peu, on dirait qu'il a la cataracte, et qu'il a le regard vide. Ça, c'est vraiment dommage parce que tout le reste fonctionne superbement bien. Comme tu disais, Zoltan, ça dure 3h30. Moi, je me suis pas ennuyé. J'ai été fasciné du début jusqu'à la fin. Il y a effectivement la petite histoire dans la grande histoire, parce que voilà, ça se passe sur 50 ans. On traverse l'histoire de l'Amérique. Il y a un petit côté Forrest Gump aussi, je trouve, dans le film. Où, c'est la même période en tout cas. Oui, c'est presque, voilà, c'est la même période. Et comme dans Forrest Gump, le personnage principal traverse des moments historiques très importants sans véritablement prendre conscience de tout ça, quoi. Il est mêlé à la crise des missiles cubains, puisqu'il va à un moment donné, voilà, bon, on va pas tout révéler, mais il est mêlé à tout ça. La mort de JFK. Voilà, la mort de JFK, ça c'est énorme. Il y a effectivement sa rencontre avec Jimmy Hoffa, qui était aussi populaire que les Beatles à l'époque, enfin c'est ce qu'ils disent dans le film. C'était vraiment une star, hein, avant qu'on se penche un petit peu plus sur ce qu'il était vraiment, et qu'on découvre que voilà, c'était quand même le crime organisé, quoi. Je l'ai pas dit, mais les Teamsters, c'est le syndicat, mais qui cache une mafia qui est dans le casino. Exactement. C'est les Teamsters qui tiennent les casinos. C'est eux qui décident qui mettent à la tête des casinos. Et d'ailleurs, on a quasiment une séquence miroir de casino où ils vont financer un casino dans Irishman qu'on peut découvrir dans le casino après, quoi. Et en fait, finalement, on parle de personnages torturés dans la filmographie de Scorsese. Le personnage torturé dans Irishman, est-ce que c'est pas finalement Jimmy Hoffa, ouais, voilà, plus que Robert De Niro, qui lui est un exécutant, un soldat, un soldat qui fait ses tâches de façon routinière, de façon presque banale, quoi. Quand il explique quel flingue il faut choisir pour aller tuer, descendre tel type, il faut tel flingue si on est dans telle rue ou dans tel endroit, dans tel environnement, ça fera moins de bruit, etc. C'est vraiment le mec, c'est pas qu'il travaille chez Castorama, mais pour lui c'est un truc, c'est la routine, quoi. Et mais c'est ça, et en même temps c'est ça que j'ai adoré, c'est toute le côté je démystifie tout ce que j'ai glorifié en fait dans le passé, dans ma filmographie, quoi. Tout ce que je vous ai fasciné avec ce monde du banditisme, je vais vous montrer comment c'est froid, comment c'est routinier, comment c'est presque banal, et comment il y a rien de glorieux à en tirer. Et c'est en ça que oui, le film paraît plus mature et peut-être moins plaisant à pas mal de gens qui ont trouvé le film très long et qui l'ont peut-être pas pris par le bon bout de la lorgnette, si je peux dire. Faut pas s'attendre à un autre film en le regardant, quoi. C'est ça qui est important. Non, voilà, c'est ça, quoi. C'est comme ça a été dit, on est plus proche du rythme déjà de silence, on est plus dans l'introspection des personnages, et c'est pour ça que le tout dernier plan du film, je sais pas si on peut en parler, si on peut y aller dans le spoil, quoi. On va l'évoquer, on peut l'évoquer. On va être flou, mais on peut en parler. En tout cas, alors je vais parler du tout premier plan du film, qui est un plan où la caméra en fait se balade dans l'hôpital jusqu'à atterrir sur Robert De Niro, qui est assis comme ça, voûté, sur sa chaise. Ce plan, c'est peut-être la mort qui vient le chercher. Et ça répond peut-être au tout dernier plan du film où il veut laisser la porte entrouverte pour que... du coup je l'ai évoqué. Oui, non, mais c'est cet entrebâillement, c'est quelle place est-ce que ce personnage aussi accepte d'avoir joué dans tout ce qu'il a raconté, peut-être. Il y a toute cette confession, c'est vraiment ça, c'est le personnage qui se confie, il y a cette figure de Judas, comme tu disais tout à l'heure, Zoltan.
Non mais là c'est comme on est c'est vraiment ça. Et comme Et si pour le coup, Jimmy Judas Hoffa voulait se fait confesser. un bon Jésus. Ah bah quand il est joué par Al Pacino, ça, il peut faire un bon Jésus quand même. Ce qui est intéressant, sans trop rentrer en détail, c'est que la dernière heure du film est un contrepoids moral assez puissant parce qu'on ne sait pas trop quoi penser de ce qu'on a vécu. Il y a des personnages qui s'empressent de nous donner tous leur avis, que ce soit des policiers, que ce soit le personnage de Peggy, donc la fille dont je parlais, qui est globalement dans l'histoire la seule vraie erreur que le personnage de De Niro se reproche un petit peu d'une certaine manière. Et il y a une scène un peu pathétique, touchante, où il est avec des béquilles à la banque, il veut lui parler, elle le rejette en bloc et on a l'impression qu'il va tomber, enfin quelque chose de très, très malheureux. Et jusqu'à la fin, on peut se poser ces questions de qu'est-ce qu'on regrette pas de nos actes. Et c'est intéressant, je trouve que c'est très malin de ne pas donner la parole vraiment sur le poids des actions du personnage de De Niro à De Niro. En fait, chacun est un peu... chaque spectateur voit ce qu'il a envie de voir en fait. Ouais, en plus il y a aussi la moralité de se dire que c'est trop tard pour... Et de toute façon c'est trop trop tard. S'attaquable en fait, aussi quoi. Là où j'offrais un lien, c'est justement, tu parlais du regard que tu trouvais assez bizarre. J'avoue que je l'ai trouvé étrange, mais contrairement au rajeunissement, moi ça m'a fait... Je trouve que ça faisait passer beaucoup de choses, parce que justement il y a ce côté très froid qui rejoint le personnage dont on a l'impression qu'il ressent rien, et en même temps c'est par ce regard que je trouve il y a une scène où il y a beaucoup de choses qui passent. C'est cette fameuse scène donc, où il apprend qu'il va devoir faire quelque chose qu'il n'a pas du tout envie de faire, on va dire, et où il y a une sorte de... Exactement. Il y a un long silence, et pendant ce long silence, on est vraiment juste dans ce regard qui, furtivement par moment, se met à regarder dans l'objectif de la caméra. Oui. Je trouvais que c'était extraordinaire. Moi, ce plan m'a vraiment glacé. Ces espèces d'aller-retour furtif, comme si De Niro cherchait un soutien vers le spectateur, enfin on sait pas vraiment comment l'interpréter, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses du personnage, et c'est peut-être un de ses seuls moments de fragilité, même si après, comme tu dis, il en a avec sa fille, mais ça paraît presque plus téléphoné. On a l'impression que il exige presque qu'elle lui pardonne, genre je t'ai demandé pardon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus quoi. Je ne pas comme ça, parce que tu as une autre scène, sans encore une fois trop rentrer en détail, avec son autre fille. Où là c'est... On va conclure. Et on va conclure. Ouais, mais il y a une autre scène avec sa fille, c'est une autre de ses filles, où là est posé, je trouve, le questionnement de tous les personnages de Scorsese. C'est eux, il dit, j'ai fait ça pour vous protéger, vous donner une bonne vie. Et il dit, mais nous protéger de quoi ? Enfin, nous, on n'avait jamais de soucis. Enfin, c'est ce que disait David dans sa vidéo. Les personnages sont aliénés. Ouais. Ils pensent qu'ils ont quelque chose à faire parce qu'il faut qu'ils s'en sortent, parce qu'ils sont oppressés par un système, alors que les personnages extérieurs à ça disent il n'y a pas de souci en fait, tout va très bien. Et c'est ultra cruel cette scène, je trouve, où il se prend 50 ans de sa vie dans la tronche en mode mec, pendant 50 ans, qu'est-ce que t'as foutu quoi. Et pas par la personne qui il a envie que en plus c'est une des filles dont on en a vraiment rien à faire, parce que toute l'emphase est mise sur le personnage de Peggy, et c'est vraiment un personnage tertiaire qui vient nous foutre dans la tronche quoi. Merci pour tous ces échanges autour de The Irishman. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.